Ok, cool. Donc effectivement, délégation puissance 10. Ah ouais. Merci, c'est cool. Délégation puissance 10. Donc au programme du jour, déjà... Oh, putain, ça bouge doucement cette souris. Pourquoi non? C'est la souris qui est toute petite. Pourquoi on va parler de ça? Il y a deux citations que j'aime beaucoup et qui donnent un peu le plan de décor par rapport au sujet qu'on va aborder là. La première, c'est le deuxième plus grand regret des personnes en fin de vie, c'est « je regrette d'avoir travaillé si dur ». Ça, c'est tiré d'un livre d'une infirmière qui a été écrit par une infirmière en soins palliatifs, qui donne un petit peu le contexte auquel on est souvent confronté quand on est chef d'entreprise. Et la deuxième citation, c'est « tu ne peux pas reporter sans cesse le temps que tu veux passer avec ton enfant de 5 ans, parce qu'au bout d'un moment, il aura plus 5 ans, il aura plus 6 ans, et au bout d'un moment, ce ne sera plus un enfant ». Donc au milieu de tout ça, quand on est chef d'entreprise, comment on fait effectivement, alors avec la passion qu'on peut mettre dans notre projet, avec toute l'envie de développement qu'on peut avoir, pour arriver à concilier ça avec une vie de famille, avec une vie tout court en dehors de notre entreprise. C'est un petit peu le sujet justement abordé et sur lequel moi, pourquoi c'est un sujet qui m'a touché particulièrement. En fait, j'ai eu un point de départ, souvent c'est quand tu as des enfants et tu te dis « putain, je passe pas assez de temps avec mes enfants, etc. » Moi, ça a commencé plus tôt. Il se trouve que, fun fact entre guillemets, j'ai des parents qui m'ont eu tard, ils m'ont eu à plus de 40 ans. Et j'ai toujours eu dans un coin de la tête que je risquais d'avoir moins de temps avec eux que la plupart des gens. Et je me suis toujours dit que ce temps-là, du coup, était très précieux et que je voulais surtout pas, à un moment donné, être tellement embarquée par le travail que j'allais me couper de moments privilégiés que je pourrais jamais récupérer avec eux. Et au final, aujourd'hui que je suis mariée, qu'il y a des projets d'enfants, je me dis que c'est très bien d'avoir mis en pratique ces choses-là pour justement m'assurer d'avoir toujours du temps avec les personnes que j'aime. Et l'idée et tout ce que je fais aujourd'hui dans mon activité, c'est pour permettre justement à des chefs d'entreprise de structurer leur business pour qu'ils aient eux aussi du temps pour eux, du temps pour leur famille et du temps au final pour ce qu'ils aiment le plus faire dans leur activité. On fait ça avec... moi, l'approche, c'est pas de vous inciter à avoir des entreprises super compliquées en mode multinational avec de grosses équipes, avec des process interminables, etc. C'est vraiment de trouver l'organisation la plus minimaliste et la plus efficace qui va vous permettre d'avoir une entreprise au service de votre vie, qui va vous permettre de passer du temps du coup avec les gens que vous aimez et à faire les choses que vous aimez. Et il y a une citation que vous connaissez peut-être, qui déjà ici connaît le e-myth de Michael Gerber, le site. Ah ouais, putain, ok. Ben, il y a une citation, justement, c'est « si votre entreprise dépend de vous pour fonctionner, vous n'avez pas une entreprise, vous avez un emploi ». Parce que le but... La différence entre une entreprise et un job, c'est que le job, tu vends ton temps contre de l'argent. Le but de l'entreprise, c'est que tu aies une machine qui peut produire des résultats avec un minimum d'implication en fait, de ta part. Le truc, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a créé notre boîte en faisant tout au début. Et c'est très dur de progressivement comprendre quand est-ce que c'est le moment et comment arriver à petit se sortir des choses et à mettre en place des systèmes et des équipes qui vont permettre de les faire à notre place. Parce que c'est ça, en fait, une entreprise structurée. Pour que votre entreprise elle dépende de moins en moins de votre temps pour fonctionner, il faut qu'elle soit structurée. Et une entreprise structurée, qu'est-ce que c'est? C'est deux ingrédients, ce sont des systèmes et une équipe. Alors dans des rares cas, les systèmes ça suffit, il n'y a pas besoin d'équipe, mais souvent ça va être des systèmes et une équipe qui vont vous permettre à l'entreprise de fonctionner sans que vous y passiez autant de temps et sans que vous ayez à y consacrer autant de charge mentale qu'à une certaine étape à laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Donc, pour préparer un petit peu ce talk-là, j'ai demandé à Gérald quels étaient les problèmes récurrents au final dans notre groupe, les plus récurrents au niveau de la structuration d'entreprise, justement. Il m'a parlé de 3 challenges spécifiquement autour de la délégation qui revenaient souvent. Je me suis calée sur ces 3 challenges-là, c'est ceux qu'on va aborder. Je vais essayer de vous apporter des frameworks, justement, et des conseils pour vous aider à dépasser ces challenges-là si vous les rencontrez, justement, actuellement dans votre situation. Je parlerai donc surtout de délégation, je ne vais pas parler de recrutement, je ne vais pas parler de process, je ne vais pas parler d'organisation en soi, qui sont des sujets super importants également, mais du coup, on ne va pas pouvoir tout couvrir. Donc, focus délégation, avec des frameworks que vous pouvez utiliser, que vous soyez avec peut-être pas d'équipe ou presque à l'heure actuelle, et justement, c'est un chemin qui est vraiment devant vous, ou que vous ayez déjà des équipes avec jusqu'à plusieurs dizaines de collaborateurs en place. Est-ce qu'on est OK sur ce principe-là? Ça vous parle? Yes. All right, génial. OK, donc premier challenge remonté par Gérald, c'est typiquement l'étape de l'entrepreneur qui en fait passe trop de temps sur des choses qui ne permettent pas de développer son entreprise. Il y en a qui déjà se sentent potentiellement concernés, qui se disent « putain, je fais ça. Et ça, c'est pas ce qui me fait avancer. » OK, cool.
Personnellement, moi j'ai eu une prise de conscience énorme à l'époque où j'étais freelance, donc je n'avais pas encore monté mon activité de formation. Et je me démenais. J'étais vraiment à cette étape de je me lance, je veux montrer que je réussis, je veux faire ce qu'il faut, je suis prête à taffer. C'est le moment où j'ai le plus taffé de ma vie pour le moins de résultats en pratique. Et je me disais, putain, comment je fais pour faire tout ce que je fais là et pas avoir plus de REM, pas gagner plus de chiffre d'affaires, plus de bénéfices, plus de rémunération pour moi. Et j'ai eu une discussion avec un ami entrepreneur qui m'a dit, Laura, posons le truc, qu'est-ce que tu fais en fait sur une semaine? Explique-moi un petit peu, une semaine type, quelles sont les actions que tu fais? Et je lui cite tout ce que je fais à ce moment-là, surtout de la livraison client, de gérer les problèmes, etc., etc. Et il me dit, c'est quoi le résultat le plus important que tu cherches à atteindre? Et à ce moment-là, moi, c'était clair, je dis, je veux gagner plus. Il me dit, est-ce que tu te rends compte que tu me dis que le résultat le plus important que tu veux atteindre, c'est gagner plus, mais que 90% des actions que tu fais dans ta semaine ne te permettent pas de faire ça? Et là, je me suis pris une petite claque. Et j'ai réalisé, en fait, l'importance que tout travail, clairement, n'est pas égal, et que l'importance de venir faire la différence, notamment entre deux types de tâches, les tâches de croissance et les tâches de maintenance. Les tâches de croissance, concrètement, ce sont celles qui vont permettre de développer votre entreprise à un niveau supérieur auquel elle est à l'heure actuelle. Donc, d'améliorer, par exemple, votre stratégie, de créer un nouveau produit, de mettre en place des systèmes qui vont permettre de produire un résultat de façon répétée et sans que vous ayez à y mettre du temps et de l'énergie. Il y a les tâches de maintenance qui, elles, sont celles qui font fonctionner l'entreprise au niveau actuel, livrer vos clients, gérer les problèmes, etc., juste pour arriver à maintenir le niveau auquel vous êtes pour l'instant. Et typiquement, livrer les clients, faire votre contenu social média, répondre aux emails, etc. Et l'enjeu, au bout d'un moment, quand vous développez votre entreprise et que vous voulez continuer à la développer, c'est de faire systématiquement la chasse aux tâches de maintenance et de tout le temps arriver à consacrer plus de temps aux tâches de croissance. Parce que plus vous faites ça, plus vous allez avoir de temps pour faire grandir l'entreprise. Et nous, je vous donne des retours de personnes qu'on a eues là-dessus, où c'était vraiment leur enjeu principal. On a une personne, elle n'avait pas d'équipe. À partir du moment où elle a fait le distinguo entre les deux et qu'elle s'est dit, en fait, oui, je veux faire croître ma boîte. Qu'est-ce qui me permet de faire croître ma boîte? C'est de la prospection. Elle a mis beaucoup plus de temps sur la prospection. Elle a fait x2 sur son chiffre d'affaires. Et un autre entrepreneur qui, lui, avait déjà des équipes en place, etc. Mais il était toujours impliqué dans la livraison des produits et des services qu'il vendait à leurs clients. Son problème, c'est qu'à chaque nouveau client, c'était lui qui était impliqué dedans, même si ce n'était pas que lui. Et quand on est venu le sortir de la partie livraison et qu'il a pu réinvestir du temps sur le développement, il a fait x3 sur son chiffre d'affaires. Donc, je vous invite vraiment, pour tous ceux qui ont levé la main en particulier tout à l'heure, à faire un test. C'est un test classique, dont vous avez souvent entendu parler peut-être. C'est de mesurer comment vous passez votre temps concrètement sur 1 à 2 semaines. Ça dépend du créneau, c'est-à-dire l'idée c'est d'avoir un peu une vision globale, un aperçu quand même à 80% juste de comment vous passez votre temps. Faites ce test-là, vous pouvez le faire avec une petite spreadsheet, un spreadsheet Google que vous ouvrez, je peux même vous passer un template si vous voulez, ou avec un outil comme Toggle, et je sais qu'il y en a les richiers qui sont à fond Toggle par exemple, moi aussi, je fais ça non-stop maintenant, pour venir prendre conscience de comment vous passez votre temps réellement. Et dans quelle mesure venir identifier spécifiquement du coup les tâches de maintenance que vous faites pour pouvoir derrière venir les déléguer et venir identifier les tâches de croissance pour pouvoir venir décupler le temps que vous allez passer là-dessus. Et je vous invite donc à faire juste la classification la plus simple possible, c'est que vous avez toute votre liste de tâches, vous mettez un C pour croissance, un M pour maintenance, et vous venez éventuellement surligner ou mettre en couleur du coup en vert les tâches qui vous donnent de l'énergie. Quand vous les faites, vous vous dites putain ouais, je me sens bien et je peux en faire encore plein d'autres derrière. Et en rouge, les tâches qui vous prennent de l'énergie, ou rien que de voir ça sur la to-do list, ça vous mine, vous avez envie de faire autre chose, vous procrastinez dessus, etc. Et de cette petite expérience, de ce test-là, vous pouvez ressortir en vous disant ok, je viens déléguer du coup en priorité les tâches de maintenance en rouge, qui me pompent de l'énergie, premier temps. Et deuxième temps, je viens déléguer les tâches de croissance qui me prennent de l'énergie. Parce que c'est peut-être aujourd'hui de faire des calls de vente ou de gérer, par exemple, faire des écoutes de calls de vos closers ou autres. C'est quelque chose qui peut avoir un impact sur le taux de conversion, qui peut avoir un impact sur la vente. Pour autant, ça vous prend la tête, vous ne le faites pas ou vous le faites mal. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez venir déléguer et qui va en plus avoir un impact positif sur vos résultats.
Donc ça, c'est vraiment un test. Qui l'a déjà fait, ce test-là, juste pour voir un peu? Ok, je vous invite vraiment, quand vous l'avez déjà fait, génial, c'est quelque chose à faire de façon régulière, alors peut-être pas tous les trimestres, tous les semestres par exemple, juste pour revoir la tendance. Et quand vous ne l'avez jamais fait, je vous invite vraiment à faire l'expérience, faites-le de la façon la plus simple possible, parce que souvent là j'ai des retours de personnes qui disent « Ah, c'est pénible ». Juste venez noter les choses au fur et à mesure pendant ne serait-ce que déjà une semaine, et vous allez pouvoir venir vous faire une liste très claire de choses que vous allez pouvoir déléguer derrière. Par exemple, est-ce qu'on peut inverser la tendance? C'est-à-dire que les tâches, par exemple, de croissance peuvent être le closing, le media buying, etc. Des tâches qu'on peut ne pas faire nous en tant que chef d'entreprise. Et nous, faire les tâches de maintenance dans la délivrabilité, dans le sens où on est la tête d'affiche, on est ce que le client attend, etc. Tâches de maintenance, si toi tu t'occupes des tâches de maintenance, parce que dans la maintenance, ton entreprise. Il y a livrable, on est d'accord. Il y a le livrable. Ouais. Mais l'enjeu, ça va plus être de venir déléguer souvent la partie livraison pour te garder du temps pour la partie développement. Parce que si toi, tu restes sur la livraison, qui c'est qui développe l'entreprise? Donc selon toi, on ne peut pas déléguer cette partie de croissance à une équipe de marketing? Si, tu peux te faire aider là-dedans, mais ça va souvent impliquer que tu aies à un moment donné en fait, un recul tout simplement sur ce que tu fais. Si c'est toi qui prends tout l'école, si c'est toi qui fais tout le marketing et que tu passes ton temps à faire des posts sur Insta, à gérer tes pubs et à prendre des calls, tu vas rester au niveau auquel tu es à l'heure actuelle. Tu as besoin de recul pour pouvoir te dire, ok, ça nous amène au niveau auquel on est là. Comment je fais pour qu'on passe au niveau d'au-dessus? Pour ça, il faut que tu aies du temps, il faut que tu aies de la réflexion, il faut que tu puisses justement, par exemple, te sortir des calls de closing, avoir du temps pour améliorer peut-être des choses que vous faites déjà, ou pour développer de nouveaux canaux d'acquisition, ou pour développer de nouveaux produits, ou réfléchir à ta stratégie pour aller à l'étape d'après. Donc l'enjeu souvent, c'est... alors justement, ça va être ce qu'on va voir juste avec le framework juste d'après, pour vous donner une perspective sur les étapes classiques, en fait la roadmap classique de délégation du chef d'entreprise. Peut-être qu'il y a certains qui vont se reconnaître là-dedans. Moi, je sais que je fit pas mal avec cette roadmap-là. Peut-être que vous allez des fois avoir pris des chemins différents, mais dans tous les cas, c'est un peu les étapes clés, on va dire, de délégation. Souvent, le premier truc qu'on vient déléguer, c'est toute la partie admin. C'est la partie agenda, c'est la partie répondre aux emails, c'est la partie gérer le SAV, des trucs très basiques comme ça. Pourquoi? Parce que c'est les tâches avec le moins de valeur ajoutée, qui sont les plus faciles à déléguer parce qu'un bon process, ça permet d'être géré, et qui coûtent le moins cher à déléguer. Donc, pourquoi s'en priver? Deuxième cran, souvent, on a un enjeu de livraison, parce que tant que vous êtes le chef d'entreprise et que vous livrez en parallèle, ça veut dire que votre temps il est passé sur le fait de livrer les clients actuels, mais que vous n'avez pas forcément de temps ou moins de temps pour venir développer l'activité. Ça veut dire que vous êtes limité dans le nombre de clients que vous pouvez accompagner selon les modèles que vous avez. Alors une formation en ligne, il n'y a pas y avoir ce problème-là, mais si vous êtes sur de la prestation de service ou de l'accompagnement, il va y avoir cet enjeu-là. Donc, deuxième chose qu'on vient déléguer, souvent c'est la livraison. Ça peut être déjà des niveaux de support, d'onboarding ou carrément sur une partie vraiment de la livraison de votre valeur ajoutée, de votre produit avec de l'accompagnement, de la prestation de service, etc. Troisième et quatrième cran, ils s'inversent souvent, surtout dans nos domaines. Donc ça peut être vente d'abord, marketing d'abord, mais vous allez peut-être à un moment donné du coup venir déléguer la partie closing, la partie vente, alors, en particulier closing dans nos domaines souvent de formation, etc. Avec donc la gestion des calls, la gestion des follow-up, parce que si c'est votre agenda sinon qui va venir en fait naturellement limiter la croissance, puisque vous allez pouvoir croître au rythme des slots qui sont disponibles dans votre agenda. Ensuite le marketing et ensuite la partie leadership, c'est-à-dire vraiment le côté vision stratégique que vous ne venez pas nécessairement déléguer. Ce n'est pas obligé de déléguer ça. Mais si vous êtes dans une optique de revendre votre boîte à un moment donné ou de vraiment sortir de la boîte et aller en créer une autre pendant que celle-ci elle tourne, ça va être une étape qui va être intéressante. Ouais. Et d'un point de vue théorique, imaginons ta boîte elle marche bien, tu fais du cash et tu n'as rien délégué. Est-ce que ce serait une recommandation de déléguer tout de suite le leadership pour construire les autres actions ou est-ce que tu penses qu'il vaut mieux passer par toutes les étapes pour bien les structurer? Ça dépend, je pense, de l'objectif que tu as. Si tu as un besoin rapide et l'envie vraiment rapidement de pouvoir sortir de ça et que tu trouves la bonne personne qui va pouvoir venir mettre en pratique ça, oui, tu peux le faire. Mais tu vas y avoir plus de prise de risque quand même sur le fait que ça fonctionne pas. Ça va être plus rapide, mais plus de prise de risque, on va dire, sur vraiment le fait d'arriver à le faire que de faire des choses par étapes. Après, ce qui peut se passer aussi, c'est que quand tu as une énorme croissance, ces étapes-là, tu vas venir les faire dans un ordre des fois qui va être différent parce que grosse croissance et il se trouve que toi, dans ton développement, le goulot d'étranglement, c'était les ventes, donc tu es venu vite prendre des closers, mais tu te retrouves encore à répondre aux emails du support, quoi. Donc,
C'est une trame type qui peut être après adaptée en fonction vraiment de la vision de chacun. Mais souvent, c'est dans cet ordre-là que les choses sont faites. Parce que ça, c'est le plus simple à déléguer, le plus facile, le moins cher. Et plus tu avances là-dedans, plus ça va être des rôles qui peuvent être délicats, sur lesquels, par exemple, si tu te plantes sur la délégation pour la vente, ça va avoir vraiment un impact sur ton business. Et sur lequel, par exemple, sur le leadership, tu vas avoir besoin de mettre un plus gros budget pour assortir, pour arriver à venir déléguer ces fonctions-là. Ça répond ? Ouais, j'ai une question. C'est un peu bizarre comme question, mais une fois que tu as délégué les 5 étapes, parce que c'est le cas, tu vois, par exemple, pour moi, on a délégué les 5 étapes, mais je suis quand même encore dedans, au final. Du coup, je ne sais pas ce que je fais, parce que du coup, tout est délégué. Et il y a quand même cette peur de lâcher totalement en disant, bah, en fait, finalement, ça peut marcher sans moi dans la réalité. Mais je reste dedans, peut-être parce que j'ai peur de perdre le contrôle du truc, tu vois. Mais c'est un peu bizarre de dire, tu as tout délégué, mais finalement, tu es encore dedans. Il y a deux possibilités. Il y a des fois, tu vas te dire effectivement, putain, j'ai du monde sur tout, et je fais quand même vachement de choses. C'est souvent que tu as délégué peut-être la partie plutôt exécution, et pas forcément la prise de décision. C'est-à-dire que tu as des personnes qui vont quand même avoir besoin que tu viennes superviser les choses pour que ce soit fait correctement. Tu n'as pas délégué complètement la responsabilité. C'est-à-dire que tu as peut-être des closers sur la partie, je prends un exemple comme ça, en plus tu n'en as pas, mais tu as peut-être des closers sur la partie vente, mais les closers, il faut quand même que tu les supervises. Donc quelque part, tu te dis, ok, j'ai du monde là-dessus, mais en fait c'est du monde qui vient plus gérer les actions et l'opérationnel, mais qui a besoin d'être managé et qui a besoin d'avoir qu'on lui donne une stratégie. Donc tu as peut-être des gens sur l'opérationnel, mais tu n'as personne qui manage, ou alors tu as peut-être des gens qui managent, mais ces gens qui managent, il faut qu'on leur donne quand même une stratégie sur ces plans-là. Ouais, on va dire qu'on a, pour chacune des étapes, en fait, pour moi, c'est mon middle management. Sur chaque pôle, il y a un middle manager. En fait, sur l'admin, livraison, vente, marketing et marketing leadership, c'est un peu ensemble pour moi. Ouais. Mais moi, on va dire que je suis le CEO de tous ces middle managers. Tu vois. Et il y a cette peur quand même de dire, on va mettre un mec, dans la finalité, toi le leadership, c'est l'équivalent du CEO pour toi. Ouais. En fait, on met vraiment quelqu'un là-dessus et on sort totalement. Et au-delà de l'aspect purement opérationnel, il y a la peur de lâcher le bébé, tu vois, et de dire c'est bon, tu vois. Tu as besoin de devoir regarder un peu quand même pour vérifier que ça va pas s'écrouler. Alors que ça marche. Ouais. Ce qui peut aider, mais c'est d'un point de vue très méthodo et pas forcément notre mindset dans ce cas-là, c'est pour pouvoir déléguer les choses et pas avoir ce besoin d'aller checker, d'aller contrôler, c'est de mettre des KPI, de mettre des critères de succès et que tu viens juste vérifier sur une régularité qui te permettent de voir que tant que les critères ils sont atteints, on est OK, il n'y a pas besoin que tu t'en mêles davantage. Et quand tu vois qu'il y a un critère qui est dans le rouge ou un KPI qui est dans le rouge, à ce moment-là, tu sais que c'est là où tu vas regarder ce qui se passe. Mais il y a un autre enjeu aussi, c'est quand tu as déjà quelqu'un sur le middle management qui va gérer, on va dire, la partie opérationnelle, c'est aussi que la personne elle soit en capacité de prendre des décisions comme toi tu l'entends. Et donc, c'est des trucs où on revient et la notion de valeur d'entreprise, par exemple, prend encore plus de sens dans ces cas-là, puisque c'est sur la base des valeurs d'entreprise qui vont pouvoir arbitrer les décisions à prendre ou à pas prendre. Et donc, si ça, ce n'est pas quelque chose qui est peut-être encore ultra défini et clair pour justement la couche intermédiaire, c'est quelque chose qui peut aider justement à les aider à prendre des décisions dans l'état d'esprit dans lequel toi, tu voudrais qu'elles soient prises pour ton business. Petit retour d'expérience pour Guillaume, il y a un truc que nous, on a mis en place sur quand mettons les points de vigilance, c'est juste des KPI liés à un funnel, par exemple. On a mis en place un data board, donc Johan a bossé dessus, tous les gens de l'équipe ont bossé dessus. Dans un funnel Webby, par exemple, on attend un taux de show-up on a un benchmark de 25-35%, on attend un taux de je sais pas quoi, de X%, etc. Donc on a le KPI que l'on observe, le taux de présence sur un Webby, je prends le premier truc parce que c'est le truc qu'on connaît tous et on en parle beaucoup. Le benchmark, ça fait nos attentes. Et à côté, on a listé, et d'ailleurs, grâce au mastermind ici, quand il y a des bons inputs des membres, je rajoute ça, sur une colonne action. C'est si on n'atteint pas le benchmark, qu'est-ce qu'on met en place? Et toutes ces tâches-là sont des tâches obligatoires à mettre en place avant de nous solliciter pour débloquer un truc. Donc en fait, moi je gère, si vous avez fait du conditionnel en algo, moi je gère que le else. Donc c'est if that, then that, etc. Et le else, c'est qu'est-ce qui se passe quand toutes les conditions qu'on avait anticipées, on les a testées et puis ça ne suffit pas. Et donc en gros, au moment où il faut être créatif. Et Breaking News, 99% du temps, le problème du réduction qu'on me sollicite.
Et du coup, je l'avais tranquille parce que j'ai posé mes idées. Et puis, je nourris ce process-là. Donc voilà, taux d'ouverture d'email, taux de closing, taux de no-show, enfin tous les taux, du moins qu'il y a un pourcentage, un benchmark à obtenir. Bah, tout ça, c'est des trucs qu'on les a complètement sortis du principe. Et on les a mis en place aussi chez Tudigo avec Cédric. Et donc, moi, en tout cas, ça m'aide aussi à être plus tranquille, perso, parce que je sais que c'est géré. En fait, ce qui est dire, c'est que je sais que c'est géré aujourd'hui. C'est juste que je sais pas, j'ai un besoin de contrôle peut-être, tu vois, juste d'aller faire mes réunions individuelles avec mon middle management. Je pose bon, ça va, en ce moment, ouais, ça va. Ok. Et en fait, je me sens obligé de le faire quand même, cette réunion-là. Et pas dire juste, ok, bon, vu que ça va, on n'a pas besoin de se voir, si c'est un problème, tu viens me voir comme ça. Mais je me sens obligé quand même de faire ça. J'ai peur que si je ne le fais pas, je perds le lien avec les équipes. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a une forme de trahison, tu vois, envers l'équipe, de dire, si je me barre, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus pour l'aventure avec moi, tu vois. Et que si je m'en vais de l'opérationnel et que je dis, bon, maintenant, vous gérez entre vous, les gars, j'ai l'impression de trahir un peu le groupe en disant, c'est bon, maintenant, je vais vivre à l'étranger et puis je vous laisse vous démerder. Vas-y. Moi, je te connais, je connais ton équipe. Déjà, c'est une des meilleures équipes que j'ai vues en 100% confiance sur leurs compétences. Mais en fait, je pense que c'est pas un problème de délégation, c'est que juste le fait de vérifier le taf, c'est juste un prétexte pour toi de passer du temps avec eux, c'est pas un problème de délégation. C'est juste que comme tu feras jamais de business sans être associé, je crois pas. Tu feras, toi t'es dans des putains de relations humaines et tu veux faire des trucs à plusieurs, en tout cas c'est ce que je pressens. Et donc en fait c'est juste un prétexte. Si tu avais un autre sujet à parler, tu ne parlerais pas de l'opérationnel, j'en suis, enfin je présume, mais j'en suis quasiment sûr. C'est juste par rapport à ta relation humaine avec eux. Voilà, je pense que c'est pas un problème de délégation. J'en parlerai avec eux aussi, parce que toi tu te dis, ils le percevraient comme une trahison, à tout moment ils attendent que ça. Toi tu te projettes sur un truc, donc ça peut être si c'est un enjeu, ça peut être, et parce que est-ce que c'est un enjeu? Est-ce que c'est un problème pour toi aujourd'hui? Est-ce que ça te plaît que ce soit comme ça? Ou est-ce que tu as envie que les choses soient différentes? On n'est pas obligé de venir cocher absolument toutes les cases, et au contraire, il y a des moments où tu vas kiffer en ayant délégué, on va dire, les 3 premières parties, et tu adores être sur la 4 et la 5, et très bien, il n'y a pas de problème. Donc si c'est un enjeu, par contre, je pense que d'en parler avec eux, ça peut être un bon truc. Mais je pense qu'en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a le sentiment que l'objectif final, tu sais, le boss final, c'est le 5, tu l'as atteint, et tu la merde. Je l'ai atteint, mais bon, je fais quoi, tu vois? Et au final, du coup, moi, je vais manger avec eux le midi, on parle de... Ouais, ça rejoint ce que disait Gérald, du coup. Et on parle pas de boulot, je parle même pas de boulot. Ouais. Il n'y avait pas quelqu'un, c'était Alicia, non? C'est un peu ce que tu as dit, en gros je pense que ça peut être ok. Ce qui décrit là, c'est pas une histoire de comment le faire, etc. ou les tips qu'on peut lui donner d'un point de vue théorique et pragmatique. Je pense que c'est juste une histoire de positionnement. Est-ce que tu veux, et comme l'a dit Gérald, c'est ton kiff d'y aller, et comme l'a dit Laura, tu peux aussi kiffer aller dans chaque pôle parce que c'est ton truc à toi. Et c'est pas forcément quelque chose de mal que tu continues à être là. Je pense que ça doit être ok en fait, tu dois l'accepter parce que c'est ce que tu aimes en fait. Du coup, deuxième, donc je vous invite vraiment, pour finaliser sur le premier challenge, je vous invite vraiment à faire ce test, surtout pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, à vous le reprévoir éventuellement dans 6 mois pour refaire un point, parce que c'est un enjeu en continu. Plus votre entreprise se développe, plus il y a de nouvelles choses à faire, plus pour vous l'enjeu en tant que chef d'entreprise, c'est je viens écrémer les tâches de maintenance pour pouvoir toujours sécuriser du temps pour les tâches de croissance. Du coup, deuxième challenge qu'il y a derrière ça, et apparemment qui revient souvent dans les one-to-one que vous avez avec Gérald ou autres, c'est est-ce que je peux me permettre en fait financièrement de venir déléguer ça? Puisque ce qu'on voit souvent, c'est 2 extrêmes. Et moi, je trouve qu'on est soit dans un cas, soit dans l'autre. On va voir un petit peu la tendance ici. Il y a l'extrême le chef d'entreprise qui s'enferme à faire des trucs dans l'opérationnel, qui bloque son développement parce qu'il n'ose pas débloquer un peu plus de budget pour déléguer certaines choses. Et donc, du coup, lui, il sacrifie son temps, il sacrifie du kiff, il sacrifie sa croissance. Il y en a qui se sentent concernés par ça. OK. Extrême inverse, le chef d'entreprise qui délègue trop, parfois un peu poussé par cette idée que grosse équipe égale gros business égale symbole de réussite, ou parce que justement, il a des copains entrepreneurs qui ont pris tel rôle et tel rôle et tel rôle, et il se dit putain, moi aussi, il faut que j'ai mon head of sales, mon machin, mon ci, mon ça, alors que ça n'avait pas forcément sens par rapport à son business, et ça n'avait pas forcément sens par rapport à son niveau de développement. Pareil, levée de main, tendance peut-être pour certains. Ok. J'aime bien parce que Clémence, elle est dans les deux. On voit que Laura, elle est habituée à faire des webinaires quand même. Non, mais c'est cool, moi, ça me permet de voir la tendance en plus.
Et donc, il y a un framework que je vais vous partager pour justement vous permettre d'évaluer la rentabilité de n'importe quel niveau en fait, de délégation. C'est le framework IBM. Là, le I, c'est pour l'impact. Quel est l'impact en fait, pour votre entreprise? Et il y a 3 impacts types que vous allez pouvoir avoir et qui peuvent faire varier un peu comment vous venez récupérer les informations suivantes. Hop, je suis partie. Est-ce que le fait de déléguer ça va générer des revenus directement pour l'entreprise? Par exemple, vous venez déléguer les choses à un setter, on en parlait avec William. Le setter, potentiellement, il va vous générer des revenus supplémentaires que vous n'auriez pas eu, parce que les gens n'auraient pas forcément pris rendez-vous, ils n'auraient pas acheté. C'est du revenu direct que vous pouvez générer grâce au recrutement de cette personne-là. Deuxième option, est-ce que ça génère du revenu de façon indirecte? Souvent, ça va être parce que ça vient supprimer un goulot d'étranglement dans votre activité. Si aujourd'hui vous êtes à capacité maximum sur vos offres de coaching, vos offres de services ou autres, et que vous refusez des clients à cause de ça, venir recruter quelqu'un qui va permettre un prestat de service, un coach ou quoi, qui va vous permettre de supprimer ce goulot d'étranglement-là, indirectement, ça va vous amener davantage de revenus. Et troisième impact possible, ça peut être pas forcément sur de la génération de revenus direct ou indirect, en tout cas, ce n'est pas le premier objectif quand vous venez du coup faire ça, c'est que ça vous soulage soit vous en tant que chef d'entreprise, parce que vous êtes saturé, vous êtes en surcharge par rapport à votre charge de travail, ou ça soulage une personne de votre équipe. Ce qui permet que vous passiez plus de temps sur votre zone de génie, ce qui permet peut-être de garder la personne de votre équipe parce que vous ne la laissez pas en burn-out pendant X temps et vous arrivez à rééquilibrer les choses pour qu'elle ne se dégoûte pas du travail, qui peut avoir un impact sur vos performances. Ça peut avoir peut-être très indirectement un impact sur la croissance ou sur les revenus, mais ce n'est pas forcément ça que vous venez chercher en priorité quand vous le faites. Donc 3 possibilités d'impact. Deuxième critère, c'est du coup le budget. Dans quelle mesure, du coup, déjà quel est le modèle de rémunération? Est-ce que c'est un pourcentage sur du résultat? Est-ce que c'est un forfait ou un truc à l'heure? En fonction de ça, ou est-ce que c'est un mix des deux? Si c'est du pourcentage pur de résultats et du résultat en plus sur des résultats supplémentaires que la personne vous générez, bon, ça vous pouvez y aller quand même assez sereinement. Si c'est du pourcentage de résultats, mais que la personne dans les conditions, et ça je l'ai vécu, quelqu'un qui vient chapeauter des sales et qui prend un pourcentage de résultats sur l'équipe sales, mais qui ne vous fait pas aller plus loin en termes de taux de conversion, il vient juste vous prendre votre marge sans rien rajouter. Donc attention sur le côté quand même pourcentage de résultats. Et derrière, pour évaluer le budget, de vous dire en fait combien je paye potentiellement cette personne-là. Vous pouvez faire plusieurs choses. Ça peut être, par exemple, dans le mastermind, s'il y a des personnes qui ont déjà le profil que vous voulez recruter, combien tu le payes, avoir un petit peu une tendance, benchmarker, on va dire le truc comme ça. Ça peut être tout simplement d'aller sur Malte, de chercher, si vous cherchez un certain rôle, vous allez taper ce rôle-là sur Malte, vous voyez un petit peu la REM, la tendance de REM à l'heure ou à la journée qu'ils proposent. Ou sur des rôles salariés, ça peut être d'aller sur des sites comme Glassdoor, par exemple, qui vous permettent d'avoir des tendances un petit peu sur la rémunération, le salaire moyen de personnes qui ont ce rôle-là en France. Comme ça, vous donnez une tendance un petit peu, a priori, ça va me coûter tant de venir déléguer ça. Et le troisième critère, du coup, c'est quelle marge il vous reste derrière. La marge, vous allez la regarder de 2 façons différentes. Soit vous regardez la marge de l'entreprise pour un rôle qui va être général, c'est-à-dire si vous prenez par exemple un assistant opérationnel qui va avoir un rôle qui va toucher à plein de domaines de l'entreprise, vous allez regarder la marge de votre boîte, combien il vous reste, combien vous avez de bénéfices en lycée, on va dire, sur 6 mois ou 1 an, selon ce qui fait sens par rapport à votre saisonnalité d'activité ou à votre niveau de croissance. Ou alors la marge du produit, si vous venez, donc pour ceux qui font de la formation, de l'accompagnement, souvent on vient prendre notre marge produit, on prend combien on vend, on enlève l'acquisition, on enlève les coûts de closing, on enlève les coûts de livraison. Donc là, de venir calculer, ok, si j'enlève tout ça, combien il me reste à la fin? Quand je vends un produit à 1005, qu'est-ce qui me reste sur le compte en banque derrière vraiment? Et donc de vous dire après 2 choses, c'est du coup, est-ce que vous gardez une marge suffisante à chaque fois? Et il y a une notion en plus de, quand vous avez normalement quelque chose que vous déléguez dans l'optique de venir du coup générer des revenus, de venir après suivre la réalité des choses et dans quelle mesure, ça peut être mensuel quand vous venez de déléguer le truc. Je vous ai donné l'exemple de la personne qui est venue intervenir sur les sales et qui ne nous a rien fait, mais qui a pris un pourcentage du résultat. Important de le suivre au mois par mois pour voir la tendance. Premier mois, ok, deuxième mois, ok, troisième mois, on essaie de ne pas oublier ça et qu'un an plus tard, on se réalise qu'il nous a pris X% alors qu'il n'a pas fait grand-chose. Donc, IBM, impact, budget, marge.
Normalement, là, quand vous avez étudié ces 3 critères-là, vous avez déjà tous les éléments en fait, pour pouvoir prendre la décision et voir dans quelle mesure vous y allez ou pas d'un point de vue financier. Et juste quelques conseils pratiques pour aller avec ça, parce que limite, vous n'avez pas besoin de faire le IBM. Si vous êtes là dans ce mastermind et que vous n'avez pas forcément d'assistant, c'est vous l'assistant. C'est pas de moi, ça c'est une phrase, je ne sais plus, il y a plein de... On la retrouve de partout un peu sur Internet quand on regarde des trucs de structuration. Si vous n'avez pas d'assistant, c'est vous l'assistant. Donc typiquement, un assistant, c'est quelqu'un que vous allez pouvoir recruter des choses selon que vous les prenez. Il y a Tania qui est son assistante malgache à 10 € de l'heure. Il y a les tendances un petit peu après, qui sont peut-être aujourd'hui pour un assistant lambda à du 30 € de l'heure, on va dire en France. 30 € de l'heure fois, si ça vous fait gagner 7 heures dans votre semaine, pour quelques centaines d'euros dans le mois, vous avez gagné 1 jour par semaine que vous pouvez utiliser sur du développement ou à passer avec vos enfants. Normalement, le choix, il est vite fait. Vous pouvez aussi venir, et ça peut être intéressant de faire ça, de fixer un objectif et de se dire, ok, ce rôle, il sera rentable si dans X mois, il nous génère tant en plus. Et vous pouvez aussi, pour un rôle dont vous savez que vous avez cruellement besoin, vous savez que ça peut passer au niveau de la marge, mais c'est peut-être un petit stretch et ça vous inquiète un petit peu, vous pouvez aussi utiliser la loi de Parkinson dans le cadre du budget. Et en fait, vous dire, ok, dès maintenant, je mets de côté la REM pour cette personne, que j'aurai dans 6 mois peut-être. Comme ça, vous avez déjà de côté le budget pour la rémunérer. Vous n'êtes pas dans le stress, quand elle arrive, il faut direct qu'elle produise et qu'elle soit dans les résultats, ce qui n'est pas forcément la meilleure façon de border la personne dans votre équipe. Et du coup, vous avez un peu plus de confort pour avancer là-dessus. Les questions peut-être? Ouais. Ouais, j'ai une question sur le framework IBM. On regarde d'un point de vue financier, du côté impact et budget pour avoir la marge générée, mais dans le côté impact, tu parles pas mal du côté soulager, passer plus de temps dans la zone de génie, etc. Comment est-ce qu'on peut arriver à quantifier ça d'un point de vue numéraire? Là, c'est pour ça que je le mets à part, parce que quand c'est des revenus directs, très simple à quantifier. Revenus indirects, a priori très simple aussi. Si ça t'enlève le goulot d'étranglement, tu dois pouvoir prendre plus de clients, tu vois si ton raisonnement il a été juste ou pas. Quand je le mets à part, c'est limite, le prends pas en considération en fait. Si le but c'est que ça te soulage et que tu puisses passer davantage de temps effectivement sur des activités de développement ou autre, soit tu te dis en fait, même si ça m'a ramené rien, est-ce que je pourrais sortir ce budget-là? Et tu vois déjà juste des choses comme ça. Soit à ce moment-là, il faut que tu fasses le test. Mettons que tu prennes quelqu'un qui te coûte, je sais pas, 1005 par mois, 2000 par mois, 3000 par mois, qui est censé te libérer du temps, pour que toi, tu puisses réinvestir une partie de ce temps-là sur le développement et une partie à faire complètement autre chose. À ce moment-là, viens tester. Tu le testes et tu regardes, tu te dis, OK, à 3 mois, je vais voir dans quelle mesure moi, j'ai réussi à convertir ce temps-là en vraiment du cash en plus. À 6 mois éventuellement, si tu vois qu'à 3 ou 6 mois ça n'a pas fonctionné et qu'en fait tu runs pas mal sur ta marge trop pour que ça fasse sens de continuer, à ce moment-là tu sais que c'est voilà, le test il a été fait et que là dans l'immédiat ça ne fonctionne pas. Juste une remarque par rapport à la partie impact. Ce qui est intéressant dans la manière dont tu le présentes, déjà en fait c'est des choses qui paraissent évidentes pour plein de gens, mais qui paraissent évidentes quand on le lit, mais en fait quand on le fait réellement avec un entrepreneur, en fait, on n'y pense pas. On se dit putain là, vas-y, on est à la ramasse, il manque du monde, bon on va embaucher et puis on verra. Et après, c'est comme ça que moi j'ai embauché des gens et puis après je me dis merde, comment je fais. Et là, aujourd'hui dans ma réflexion, je me dis pas quel est l'impact pour la boîte, mais je me dis, je commence par la fin, si tu veux, par le budget, c'est combien le mec il me coûte et comment je le rentabilise. Tu vois. Donc la démarche est un peu différente dans le sens où tu embauches un gars pour une tâche qui te fait gagner du temps, te soulage, etc. Tu dis en plus de ça, comment je vais arriver à le rentabiliser et donc tu modifies potentiellement son travail, son taf, ses activités pour le rendre viable et qu'il s'autofinance en fait et que ça soit du coup un soulagement et en plus d'être un soulagement, ça soit un actif pour la boîte et pas un passif. C'est ce que je voulais dire quand je parlais de fixer un objectif et que ce rôle il sera rentable si dans X mois il permet de générer tant. Mais carrément, tu peux aussi le voir effectivement comme ça. Flo, tu peux remettre peut-être ton ordi devant pour les autres? Désolé, j'avais pas réfléchi à... Il y a juste l'ordi qui s'est éteint pour ceux qui étaient en... Ah merde. D'autres questions? Non? Ok. Du coup, donc, prochain recrutement, pensez IBM pour faire checker dans quelle mesure ça fait sens financièrement pour vous de venir déléguer quelque chose ou pas. Et s'il y a un recrutement que vous n'avez pas osé faire jusqu'à présent, en vous disant est-ce que c'est gérable ou pas, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour venir avoir une réponse assez pratico-pratique.
Troisième challenge, a priori, qui revient souvent, c'est, bon, après moi je le vois souvent, mais aussi du coup ici, l'entrepreneur qui se dit « personne ne fera ça aussi bien que moi » ou carrément « je suis le seul à pouvoir faire ça ». Qui se sont concernés? On peut lever deux mains, ça dérange pas. Alors, il y a plusieurs choses qui se jouent à ce niveau-là, et je vous fais le retour d'expérience de moi quand j'ai dû déléguer l'accompagnement sur un de mes programmes, où ça faisait X années que j'accompagnais, c'était moi qui accompagnais les personnes du programme, donc X années d'appels hebdomadaires cumulés, d'expertise sur mon bébé, ma méthode, le truc qui me fait kiffer et sur lequel je peux lire des articles du soir au matin et lire des bouquins du soir au matin. Je me disais, putain, c'est pas possible que je vienne déléguer ça à quelqu'un et que la personne elle le fasse aussi bien que moi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est là-dedans, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure justement, il y a 4 niveaux de compétences en fait. Et quand on est là-dedans, on est dans ce qu'on appelle la compétence inconsciente. Si je vous donne, alors je sors de cet exemple-là, je vous en donne un autre pour que ce soit clair pour tout le monde. Premier niveau, c'est vous êtes incompétent inconsciemment, c'est-à-dire que vous êtes nul et vous ne le savez pas. Donc typiquement, c'est quelqu'un, si je prends l'exemple de savoir conduire une voiture, cette personne-là, elle n'a même pas conscience de ce qu'elle ne sait pas. Donc la voiture, elle n'est même pas rentrée dedans, elle n'est jamais rentrée dedans, elle ne sait pas qu'il y a un volant, elle ne sait pas qu'il y a un levier de vitesse, elle ne sait pas qu'il y a des pédales et qu'il faut actionner ces choses-là pour arriver à faire fonctionner le véhicule. Elle n'a pas conscience de ce qu'elle ne sait pas. Deuxième niveau, incompétence consciente, c'est vous commencez à prendre des premiers cours et où tout simplement vous rentrez dans une voiture, vous voyez le volant, vous voyez le levier de vitesse, vous voyez les pédales, vous dites ok, il faut savoir maîtriser ces trucs-là pour arriver à conduire une voiture. Donc vous avez conscience de ce que vous ne savez pas faire. Compétence consciente, vous avez conscience de ce que vous savez faire, mais c'est un effort. Vous avez pris vos premières leçons de conduite, vous êtes là cramponné au volant, en train de vous réfléchir, putain, attends, la pédale, c'est laquelle déjà, machin, passer la vitesse. Donc vous savez le faire, mais c'est un énorme effort de le faire. Et le dernier niveau, celui sur lequel vous êtes sur plein de terrains dans votre entreprise et qui fait que vous avez ce ressenti-là justement, c'est le niveau de la compétence inconsciente, c'est que vous faites les choses tellement naturellement que vous ne vous rendez même pas compte de comment vous les faites. Et moi, si aujourd'hui vous me demandez, Laura, la pédale là, c'est quoi, la pédale là, c'est quoi, la pédale là, c'est quoi, ou montre-moi l'embrayage, je ne sais pas vous répondre. Il faut un effort énorme pour me dire, attends, c'est où que je mets le pied déjà? Parce que mon pied, il va directement sur la bonne pédale pour conduire. Et vous, en fait, le problème, c'est que vous êtes à ce niveau-là dans plein de choses que vous faites dans votre entreprise. Donc vous vous dites justement, mais en fait, je ne vois pas comment quelqu'un d'autre peut venir faire ça. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'il faut venir déconstruire les choses, et c'est un exercice un petit peu délicat des fois, mais en fait, la simple question à se poser souvent, c'est pourquoi? Et moi, ce que je suis venue faire, je reviens sur l'exemple quand j'ai délégué du coup tout l'accompagnement d'un de mes programmes, ce que je suis venue faire, c'est que je me suis dit, ok, cette personne, elle arrive avec tel problème, je lui réponds ça. Pourquoi? Parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce que mon approche, c'est que je veux qu'elle reparte avec des actions concrètes. Pourquoi? Et je suis venue en fait faire ça pour assez de cas, pour avoir un échantillonnage au final assez complet qui me fait ressortir ma façon de fonctionner, ma méthode de fonctionnement, que ça, je peux venir mettre sur un document et partager et former des gens sur cette méthode-là. Donc, pour certains, il y a cet enjeu, quand vous avez ce blocage-là, de ne pas forcément vous dire bah, « Ok, comment je viens faire ça ?» de se poser cette question de pourquoi, pour arriver à faire ressortir de vous la réponse qui sort naturellement et ce que vous faites naturellement, faire ressortir le raisonnement qu'il y a derrière, mais que vous ne captez même pas, pour pouvoir coucher ce raisonnement sur papier et le partager à votre équipe. Et autre chose qui se passe aussi, quand vous avez peur de déléguer quelque chose, quand vous ne voyez pas forcément comment vous pouvez déléguer quelque chose, il y a 2 frameworks que je vais vous partager qui peuvent vous aider. Alors déjà, et je fais juste pour tous ceux qui potentiellement ici, parce que j'en ai parlé avec certains d'entre vous, des problèmes de délégation, ça vient typiquement de 3 facteurs possibles. C'est soit vous n'avez pas la bonne personne à la bonne place. Donc la bonne personne, c'est quelqu'un qui est aligné avec les valeurs de votre entreprise, avec la mission de votre entreprise. La bonne place, c'est que vous lui demandez de faire des choses sur lesquelles elle peut vraiment être excellente dans votre activité. Donc si quelqu'un performe mal, ça peut être que vous n'avez pas forcément la bonne personne, elle ne devrait pas être dans votre boîte, ou que cette personne-là, c'est la bonne personne pour votre entreprise, mais elle n'est pas à la bonne place, c'est-à-dire que vous ne lui faites pas faire les choses sur lesquelles elle va pouvoir briller et vraiment vous soulager et vraiment avoir un impact. Deuxième source du problème possible, c'est que la personne plutôt manque de clarté sur le résultat attendu. Vous avez délégué des fois les choses en mode vas-y, fais ça et lâchez l'affaire.
Et lui, il sait pas forcément, il n'est pas dans votre tête, il ne sait pas exactement le même degré d'attente que vous avez. Et un très bon exemple de ça, c'est quand vous utilisez ChatGPT. ChatGPT, souvent, quand vous n'avez pas énormément travaillé le prompt de départ et que vous lui demandez de faire quelque chose, il va vous sortir un truc pété au début. Et du coup, c'est quand vous voyez la réponse pétée de ChatGPT que vous vous dites « Ok, attends, non, en vrai, il faut… Non, je te précise ça, et je te précise ça, et je te précise pas. » Vous corrigez le prompt, la réponse est meilleure. Et plus vous allez apporter de contexte sur le résultat que vous voulez, plus ChatGPT va être bon. C'est exactement pareil avec les personnes de votre équipe. Il y a un truc qui peut vous aider justement à venir vous dire, ok, dans quelle mesure j'ai donné la clarté suffisante sur… ouais. Excuse-moi, j'ai fait 50 photos depuis le début, est-ce que tu peux nous partager Oui, oui. Ouais, carrément. Il a juste plus de place, de stockage. Il y a un truc qui peut vous aider à vous dire en fait dans quelle mesure je peux cocher la case et je me dis ok, j'ai donné le résultat que je voulais attendre, le résultat que j'attendais à cette personne, j'ai été suffisamment loin là-dessus. C'est ce qu'on appelle la definition of done, la définition concrètement de quand est-ce que c'est fait, quand est-ce qu'on considère que c'est fait. Exemple très simple, c'est vous demandez à une assistante d'acheter un whiteboard pour votre bureau. La definition of done, c'est la tâche, elle est terminée. J'ai oublié le E, vous me pardonnerez, il y a peut-être d'autres fautes que j'ai pas vues. Mais… La tâche, elle est terminée quand le whiteboard il est accroché au mur du bureau, il y a 4 marqueurs de couleurs différentes et il y a un effaceur. Là, on est bon. Parce que sinon, potentiellement, il y a quelqu'un qui s'arrête, tu veux un whiteboard, très bien, je le commande sur Amazon, il arrive dans le carton et je te le file. Sur les tâches un peu plus complexes, il peut y avoir 3 ingrédients pour la definition of done, des faits concrets, un ressenti et des fonctionnalités. Par exemple, si, mettons qu'on doit vous déléguer la tâche de préparer un rapport financier, de remplir votre BPF pour ceux qui sont des organismes de formation ou je ne sais pas, par exemple, la definition of done, c'est premier critère. Le rapport, il est transmis le 1er janvier, donc ce n'est pas le BPF déjà, mais le rapport, il est transmis le 1er janvier. Ça, c'est un fait. Le rapport a été transmis. Je suis confiant que les informations qu'on a données sont bonnes, sont justes. Ça, c'est un ressenti. Et tout le monde y a accès facilement pour récupérer les datas qu'on a potentiellement intégrées dedans. Ça, c'est des fonctionnalités. Et d'avoir cette idée en tête de quand vous déléguez quelque chose, surtout sur un truc sur lequel vous vous dites « Putain, je ne suis pas sûr qu'il puisse le gérer et tout, on va le tester », mettez systématiquement une definition of done avec potentiellement les 3 critères, fait, ressenti, fonctionnalité, pour venir clarifier vraiment qu'est-ce que vous attendez comme résultat. Et troisième problème possible qui amène à des problèmes de délégation, c'est un manque de clarté sur le niveau d'autonomie qui est attendu. Et c'est là où le framework d'après va pouvoir vous aider. C'est le framework des 7 niveaux de délégation. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on délègue, on a souvent l'impression que soit tu gardes le truc pour toi et c'est toi qui fais la tâche, soit tu le délègues et c'est en mode ça part dans la nature et tu l'as demandé à ton collaborateur et tu ne sais pas ce qui se passe. Et en fait, ce n'est pas noir ou blanc, il y a plein de nuances au milieu de ça, et il y en a 7 notamment, qui peuvent vous aider, des fois, du coup, à venir déléguer quelque chose. Je pense que c'est parti en 50 nuances degrés là-bas, non, c'est pas ça Non, je vous vois vous marrer tous les deux. C'est quand est-ce que ça s'arrête la ligne Jamais. Ben oui, c'est joli. Plus vous avancez dans les niveaux, plus la personne vous lui laissez l'autonomie. Et du coup, sur des choses sur lesquelles vous n'osez pas forcément à l'heure actuelle déléguer, ça peut être bien de vous dire « Ok, on commence sur un niveau de délégation plutôt soft et on verra comment on avance derrière. » Et quand, pareil, vous onboardez quelqu'un, vous accueillez quelqu'un de nouveau dans votre entreprise, ça peut être super intéressant de venir matérialiser vraiment ces différentes étapes et de venir dire « Ok, voilà, sur le premier mois, tu vas opérer plutôt sur un niveau comme ça. Après, le but, c'est que tu arrives à un niveau 7. » Comme ça, vous venez matérialiser les choses et venir vraiment onboarder la personne, on va dire, par étapes. Donc, les 7 niveaux de délégation, il y a en premier, je vais prendre un exemple au fur et à mesure, Swiss Process, mettons que vous demandiez à un assistant de vous trouver des prestats en copywriting potentiels pour vous aider sur une prochaine opération que vous avez. Vous avez peut-être un process exact pour la personne qui va aller sur Malte, qui va repérer les profils de telle ou telle façon, etc. Donc, vous lui demandez de suivre le process. Il n'y a pas de décision à prendre de son côté, il n'y a pas d'arbitrage à faire, il n'y a pas d'autonomie à avoir, c'est assez robotique, elle suit le process et elle vous dit ce qui sort.
Deuxième niveau, recherche les possibilités. Il n'y a pas forcément l'encadrement du process. Attendez juste qu'elle remonte avec 4-5 profils parmi lesquels qu'elle va venir vous proposer. Troisième niveau de délégation, donne-moi ton avis. Donne-moi par exemple du coup 5 copywriters et donne-moi ton avis sur celui qui te semble le meilleur et pourquoi. Quatrième niveau, décidons ensemble. Tu me fais la recherche, tu me montres les 5 profils de copywriters, on va décider ensemble de celui avec lequel on va bosser. Cinquième niveau, occupe-toi de ça dans ses limites. C'est trouve-moi un copywriter qui va pouvoir nous faire la page de vente pour telle date, une limite de temps par exemple, pour tel budget, donc on ne va pas excéder une presta à 1 500 € ou je ne sais pas. Mais donc vous le laissez opérer et faire exactement comme il veut tant qu'il respecte le délai, le budget par exemple et le fait que vous avez eu, on est censé avoir X recommandations de notre réseau pour travailler avec cette personne-là par exemple. Donc vous devez donner un cadre, des facteurs dans lesquels il va pouvoir être autonome. Occupe-toi de ça, ta carte blanche, c'est-à-dire vas-y trouve-moi le copywriter, je te fais confiance pour trouver vraiment la personne qu'il faut, on n'en est plus là, etc. Donc vous même pas vous cadrez la personne là-dessus. Ça, c'est surtout avec des personnes avec qui vous avez l'habitude de travailler, qui ont un haut niveau d'expertise, ou bon, vous êtes déjà assez serein quand même avec eux. Et le 7e niveau, c'est qu'il n'y a plus besoin de demander. La personne, elle a déjà pensé à aller trouver le copywriter pour l'opération qui arrive derrière, parce que vous lui avez déjà délégué quelque part toute cette responsabilité-là, et vous n'êtes même plus sur un terrain où vous avez besoin de demander la chose à la personne. Sur le 6, il y a une validation ou pas? Non. Du coup, là, entre le 6 et le 7, c'est quoi la diff? Le 6, c'est que tu lui demandes. Le 7, c'est que tu n'as même pas à lui demander de trouver le copywriter, par exemple. Pardon. Il n'y avait pas une autre question, non? Non? J'ai pas le temps de voir mon petit vernis. Et en fait, du coup... Ah non, ça va pas fonctionner de faire les deux en même temps. Du coup, c'est intéressant parce que ça répond un peu à ma question. Merci, cool. Meublé. Ça répond à ma question Ouais. Tout à l'heure, parce que du coup, au final, c'est délégué, mais c'est le niveau de délégation qui a... Exactement. C'est pour ça que je te disais, potentiellement, c'est quand même toi qui dois demander, et tu n'as pas forcément quelqu'un qui a assumé l'intégralité de la responsabilité qui est derrière ce rôle-là. Donc, en fait, il y a peut-être des problèmes de délégation que vous avez eu, et rétrospectivement, vous allez pouvoir y réfléchir et vous dire, en fait, ça vient effectivement d'un problème de clarté au niveau du niveau d'autonomie que j'attends. C'est le cas typiquement sur le chef d'entreprise qui attend du niveau 6 ou 7, mais qui ne le dit pas forcément clairement à la personne, et qui, je ne peux pas te regarder pendant que... qui attend un niveau 6 ou 7, et qui est super frustré parce que la personne, elle vient lui poser 36 questions sur et comme ci, et comme ça, et qu'est-ce que tu veux, et qu'est-ce qu'on fait. C'est le cas un petit peu de... Enfin, j'ai parlé avec une personne, c'était typiquement l'exemple qu'elle me donnait. À l'inverse, ça peut être que une personne à qui vous donnez beaucoup trop de liberté d'un coup et qui, elle, n'est pas du tout rassurée, vous lui en donnez pas assez, finalement quelqu'un qui pourrait opérer un niveau 6 ou 7, vous le bridez parce que vous le forcez sur plusieurs semaines, plusieurs mois à fonctionner à un niveau en dessous et il s'habitue à ça du coup derrière. Donc, premier framework, les 7 niveaux de délégation. Deuxième framework, la délégation 2080. Et ça, ce qui est énorme, c'est qu'on a un exemple génial, je trouve, d'une personne dans un domaine artistique. Donc c'est un domaine typiquement où on vient se dire souvent, mais dans quelle mesure on peut venir déléguer des choses dans un domaine comme celui-ci, et qui plus est qui date du XVIIe siècle. C'est Sir Peter Lely, c'était un peintre néerlandais qui était installé en Angleterre et qui, à son époque, est devenu à un moment donné un des peintres les plus en vogue de toute l'aristocratie anglaise. Et le problème auquel il a été confronté, c'est qu'il avait bien plus de demandes que ce qu'il avait le temps de gérer. Et comment il a géré ce problème-là? Alors là, il y a une question de vision en amont, puisque une voie pour gérer ce problème, c'est de se dire, mais je ne vais pas forcément servir tout le monde, je vais augmenter mes tarifs et je vais servir que peu de personnes, je vais gagner de l'argent de cette façon-là. Lui, il a choisi une approche différente. Il a choisi d'arriver à servir le volume et de s'adapter au niveau structure pour venir servir ce volume-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a constitué une école, en fait, avec des apprentis peintres qu'il a pris en pagaille. Et il est venu se poser la question de se dire, en fait, où est vraiment ma valeur ajoutée? Et après réflexion, il s'est dit, en fait, ce qui fait vraiment la différence sur mes portraits, c'est le visage, la façon dont je peins le visage. Mais tout le reste, le décor, la tenue, les drapés, etc., qu'il y a sur un portrait,
Et si je prends, je ne sais pas comment ça va ressortir, je ne sais même pas. Ouais, vous voyez la nana. Comme ça, vous avez l'exemple. Bon, voilà, sur ce, ouais, c'est tout petit. Ouais, c'est bon. Lui, c'est le visage, cette toute petite partie-là, et tout le reste qui se frappait quand même à peindre, c'est pas sur ça qu'il a sa valeur ajoutée. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'avec son école de peintre, il est venu standardiser des décors, standardiser des fois même des tenues. Et en fait, c'est son école de peintre qui venait peindre tous les décors, qui venait peindre toutes les tenues, et lui, il arrivait juste pour venir peindre le visage. Et ça, c'est une bonne illustration, du coup, du principe de la délégation 20-80. C'est une approche qui peut être vraiment intéressante quand il y a des choses que vous n'osez pas déléguer, qui sont notamment autour de votre expertise, qui sont autour des fois de la création de contenu, par exemple, pour nous. Et donc l'idée, c'est de venir identifier exactement où se trouve votre valeur ajoutée. C'est aussi, parenthèse, c'est aussi intéressant quand quelque part vous dites « mais j'aime ce que je fais, j'aime ce cœur de métier-là, j'aime servir mes clients, j'aime faire ce type-là de prestation, c'est ça qui me botte ». Mais souvent, il y a une partie qui vous botte plus qu'une autre là-dedans, c'est là où vous avez vraiment la valeur ajoutée, et le reste, vous pourriez tout à fait vous laisser soulager par une équipe là-dessus pour pouvoir faire davantage de ce que vous aimez vraiment. Donc la logique, c'est identifier exactement où se trouve votre valeur ajoutée et venir déléguer le reste. Et donc, pour Sir Peter Lely, c'était « ok, je m'occupe juste du visage, vous faites le reste ». Et d'une façon générale, ce 20-80, ça peut souvent être, par exemple, sur de la prestation de service ou autre, vous faites les 10% de départ. Donc vous définissez, vous avez le client qui arrive, vous devez lui faire un site internet, vous devez lui faire une identité, un branding ou autre. Vous venez de définir la stratégie, comment vous allez fonctionner, vous venez faire un contenu ou quelque chose comme ça, vous venez définir l'idée clé du contenu, le plan de votre contenu par exemple. 80% de l'exécution de cette stratégie-là, de cette idée-là, elle est gérée par votre équipe, ou sur de la création de contenu peut-être même gérée par de l'IA par exemple. Et vous passez juste à la fin pour venir finaliser, s'assurer que tout est à votre standard quelque part de fonctionnement, vous fignolez deux, trois petites choses, et en fait, du coup, vous gardez les 20% qui vous font le plus kiffer, sur lesquels vous avez le plus d'impact, et vous venez déléguer les 80% qui, au final, ne sont pas forcément là où vous prenez le plus de plaisir et où vous avez le plus de résultats. Et juste une petite phrase que je partageais justement, je ne sais plus quand, pour finir. Un truc à garder en tête quand vous déléguez, c'est qu'il vaut mieux que ce soit bien fait par quelqu'un d'autre que parfaitement fait par vous-même. Et voilà, merci.